Bienvenue à vous, très chers conspirés, et bienvenue au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais. Je suis congolais de souche. Alors, je viens d'Idjouy. Et Idjouy, c'est la plus grande île d'Afrique, juste après le Madagascar. C'est bien situé dans le lac Kivu, entre les deux grandes villes du Kivu, donc Bukavu et Goma. Voilà. Hier, on a un peu frôlé la question de ce qui s'était passé au Parlement congolais quand il y a eu un petit accrochage ou, mettons, il y a eu une flèche indirecte lancée de la part du président du Parlement, M. Vital Kamerhe, vers son collègue ancien président du Parlement, Christophe Mbosso. Parce que les partisans de Christophe Mbosso étaient venus semer le chaos et Vital Kamerhe les a vite repris d'une certaine manière indirecte qu'ils ont compris et ils ont baissé la garde. Il leur a dit que si vous continuez comme ça, nous allons exiger une motion contre vous et votre représentant qui est ici. Et il va être mis dehors. Ils ont vite compris qu'il n'y avait pas de blague. Et ça, j'ai adoré. Parce que il faut avoir de l'autorité. Mbosso n'était pas comme ça, on passait du temps à faire n'importe quoi. Mais Vital Kamerhe, ça, j'ai aimé de lui. Même si je prends tout avec un grain de sel quand ça vient de Vital Kamerhe. Mais ça, j'ai aimé. Attendons voir la suite. Et je vous ai aussi parlé de ce qui s'est passé dans la mer des Caraïbes et très précisément dans les eaux côtières de l'île ou bien le pays Cuba, que ils appellent qu'on appelle Cuba. Mais quand on prononce comme les Cubains, on va dire Cuba. Alors à Cuba, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont envoyé leurs frégates de guerre, super bien équipées, dernière génération, équipées des engins de la mort. Et ils ont aussi envoyé un sous-marin nucléaire qui est aussi équipé d'autres engins de la mort, dont leur missile de croisière qu'on appelle le calibre. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai suivi qu'il y a eu lancé des missiles calibre à partir d'un sous-marin russe. Je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont lancé ça à partir des mers des Caraïbes? Parce que ça peut aller à une vitesse de Mach 9. Donc 9 fois le son, la vitesse du son. 9 fois la vitesse du son. Oh, le missile de croisière des Américains vont à une vitesse de 3 Mach. On s'entend. Si ça a été lancé des Caraïbes, donc de Cuba, les Américains doivent se faire énormément de soucis. Avant d'entrer dans ce qui est aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose, parce qu'il en était question de parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que je vous ai dit, qu'en est-il de la République démocratique du Congo dans tout ça? Mais il est important qu'on parle de quelque chose, la doctrine Monroe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Certainement. Parce que j'ai regardé dans les algorithmes de Google sur mes vidéos, j'ai trouvé que les gens qui me suivent sont la plupart de mon âge. Donc, ils sont entre 35 et 50. Et puis, il y en a aussi de 50 à 65. Mais le gros de ceux qui me suivent sont entre 35 et 50. Je me suis dit, donc ils sont quand même jeunes. Parce que je me considère jeune. J'ai l'air vieux à cause des problèmes de la vie, mais je me considère jeune. Ok, voilà. En décembre 1823, le président américain, qui s'appelait James Monroe,
va instaurer cette doctrine qu'il impose aux régimes autocratiques occidentaux et coloniaux. Vous vous rendez compte qu'en 1823, les pays européens, c'était des dictatures. Et la petite jeune démocratie américaine va dire, vous, les régimes autocratiques, vous, les régimes dictatoriaux européens, je vais instaurer la doctrine qu'on va appeler doctrine Monroe. En quoi ça consistait? Ça consistait en ceci. Les États-Unis ne vont pas interférer dans les affaires coloniales aux Amériques. Donc, les États-Unis ne vont pas s'impliquer dans les affaires des colonies qui étaient déjà en Amérique. Donc, les colonies françaises, anglaises, espagnoles, je sais quoi, les Américains ne vont pas s'en mêler. Mais aussi, les colons n'ont cependant plus le droit d'établir de nouvelles colonies dans l'hémisphère. Vous entendez? Ils ne vont pas se mêler des affaires des colonies existantes déjà, mais les colonies, les colons plutôt, n'ont plus le droit d'instaurer d'autres colonies dans l'hémisphère américain, où maintenant c'est les États-Unis qui vont régner en maître. Que désormais les USA, les États-Unis, contrôlent tout l'espace des Amériques, incluant les eaux. Vous comprenez? Et chaque année, on a instauré le système d'État de l'Union. Le président va se présenter devant le Congrès et il va parler de la situation en vertu de cette doctrine qui était implantée. C'est après ça qu'on va maintenant élargir ça à la politique interne. Donc, il peut parler maintenant de la politique interne du pays. Mais avant, ça portait seulement sur la doctrine Monroe. À partir de 1945, qu'est-ce qui se passe? Quand les États-Unis gagnent la guerre, ce n'était pas eux, mais c'était plutôt l'Union soviétique, même pas l'Union soviétique, mais c'était plutôt la Russie qui avait gagné la guerre. Quand la Russie gagne la guerre, les Américains vont, eux, utiliser leurs médias et les moyens colossaux qu'ils avaient, parce que la Russie était fatiguée de la guerre comme toutes les colonies, mais les colonies à elles, les États-Unis leur ont dit que les États-Unis ont exigé aux colons de céder et de laisser libres toutes les colonies. C'est les États-Unis qui ont exigé aux colons, aux colonisateurs, donc aux Français, Anglais, Espagnols, Portugais, je ne sais pas, tout ce monde-là, de céder et de laisser libres toutes les colonies. Et par ce faire, les États-Unis deviennent le seul maître à bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis vont contrôler les colonies partout. Et ce, en Afrique, en Asie, partout. Seulement, ils se sont butés à un problème. Parce que les Russes ont dit, non, Cuba, lui, nous restons là. Les Américains disent, non, vous ne pouvez pas rester. Alors, les Russes, sachant qu'ils sont faibles en ce moment-là, ils ont dit, voilà, nous allons faire quelque chose. Nous allons signer un traité. Nous allons passer un traité entre vous, Américains, et nous, que les Russes vont partir de Cuba. Mais à jamais, au plus grand jamais, vous, Américains, vous n'alliez pas. Vous, Américains, vous n'allez pas envahir ni attaquer Cuba. Ils ont passé ce traité-là. Et c'était signé entre les Américains et les Russes. Et ainsi, les Américains
n'ont jamais attaqué Cuba, même si Cuba est à 90 000. Non, non. 1000, c'est quoi? 90 000. Un kilomètre. Dites-moi 90 000 en kilomètres, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais essayez de calculer ça, sinon je vous en parlerai dans une autre vidéo. Les Américains ayant ce grain de sable sous leurs pieds, mais n'acceptant pas qu'ils peuvent céder à un autre pays, parce qu'ils sont maintenant, désormais, le seul pays le plus puissant, ils se sont dit, nous allons contourner ce traité quand même. Ils ont organisé plusieurs incursions à Cuba par des proxys, pas de supplétifs. Et le plus célèbre fut l'attaque dans la baie de Cochon. La baie de Cochon, c'est un endroit à Cuba. C'est un endroit, comme on peut dire la baie de San Francisco, la baie de Californie, des choses comme ça. Mais à Cuba, on appelle ça baie de Cochon. Et c'est ainsi qu'on a appelé cette opération-là. Mais ça va s'avérer un échec total. Échec incroyable. C'est la CIA qui dirigeait ça. Et ils ont perdu. Donc, ils ont perdu beaucoup de monde et de matériel. Et Cuba est sorti gagnant. Les Américains n'ont plus essayé ça jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont appliqué beaucoup de sanctions économiques et commerciales sur Cuba. Et ça a ébranlé Cuba. Parce que les Russes, en ce moment-là, n'avaient plus les moyens. Parce que Cuba vivait, on le nourrissait à la cuillère par les Soviétiques. Mais maintenant, ils ne pouvaient plus rien. Ils ont abandonné Cuba. Et Cuba est devenu quasiment un chantier abandonné, comme aujourd'hui. Mais maintenant, les années 2000, le président George Bush, quand il prend le pouvoir, George Bush fils, il va étendre la doctrine Monroe sur l'Europe. Avant, ça devait être seulement aux Amériques, mais il a étendu ça sur l'Europe et les anciennes républiques soviétiques. C'est que la Russie était encore à genoux et n'y pouvait rien. La Russie n'y pouvait rien, du tout. On a eu un président comme Gorbatchev, qui vous savez, il a fait sauter l'Union soviétique en morceaux. La Russie a hérité de tous les négatifs de l'Empire et la Russie devait payer la dette de tout le monde. Et la Russie ne l'a fini qu'en... C'était en 2022, je pense. 2022, juste avant les opérations militaires qu'ils ont lancées en Ukraine, là. Ou c'était l'année avant. La Russie a fini de payer cette dette-là, de toutes les républiques de l'ancien soviétique. Après Gorbatchev, on a eu Yeltsin. Yeltsin, le soulard, que les Américains tiraient du bout de son nez comme ça, comme ils veulent. Lui, s'était rendu la raillerie complètement. On riait des Russes à cause de lui. Et ce n'était pas beau du tout. Vous voyez comment c'était rendu. Puis Poutine arrive. Poutine, ils n'avaient pas peur de Poutine. Regardez, c'est un maigrichon. Il n'est pas éloquent. Il ne connaît rien. On en fera une bouchée. Mais Poutine a fait ce que Tshisekedi a fait. Poutine a été le premier à jouer au corbeau et le renard. Il a été un fin renard. Est-ce que Fachi n'observe pas ce qu'avait fait Poutine dans sa politique de diriger le pays? Je pense que quelque part, il arrache un papier du livre. Parce que, d'abord, Poutine va commencer par demander de rejoindre le Conseil de l'Europe. On a accepté. La Russie a rejoint le Conseil de l'Europe. Pas seulement ça, il a demandé de rejoindre le G8, parce qu'avant c'était le G7, et ils sont devenus le G8. Vous vous rappelez que le 8e, c'était la Russie. Mais la Russie a été chassée du G8
2018, je pense que c'était en 2018. Rappelez-moi là-dessus. Je pourrais me tromper. D'ailleurs, à une rencontre du G8, on a abandonné Poutine sur sa propre table. Il était esselé, seul sur la table et les autres étaient sur la leur, qu'il s'est senti obligé de partir. Et les médias de l'Europe et de l'Occident s'étaient payé la traite. Rire de lui et le critiquer. Regardez-le, seul à table, il n'a pas d'amis, personne ne lui parle, personne ne le regarde. C'était humiliant. Mais il a encaissé le coup, il est parti. On l'a montré prendre son avion, repartir. À part ça, Poutine, il le dit aussi, il a demandé de rejoindre l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis. Il a demandé de rejoindre l'OTAN. Tout ça, c'était pour les amadouer. Tout ceci, c'était pour tenter de ralentir les Américains pendant qu'ils préparaient la remontée en puissance de son pays. Poutine a demandé tout ceci et il a fait ça graduellement. Année après année, il venait avec une autre demande. On lui refusait, ça pataugeait, les années passaient. Mais il était en train de reconstruire son pays, de le rebâtir afin que le pays remonte en puissance. En 2014, les Américains s'en rendent compte que la Russie est en train de remonter en puissance. L'économie redevient florissante, l'armée reprend du poil de la bête. Vite, les Américains se disent, on doit faire quelque chose. Parce que nous voulons être proches de la Russie et rester là. Mais nous savons que l'Ukraine déteste, haït, n'aime pas la Russie, avec passion d'ailleurs. Ce que nous devons faire, c'est de renverser le pouvoir là-bas. Il y avait le président Yanukovych. Yanukovych avait été élu là-bas, en Ukraine, avec une majorité écrasante. Mais malheureusement, Yanukovych venait de la partie est de l'Ukraine, donc la partie où ceux qui habitent là sont des Russes. Parce que c'était une partie que l'ancien président russe, comment il s'appelait? Celui qui était d'origine ukrainienne, avait donné et la Crimée et cette partie-là à l'Ukraine. Donc les Russes qui étaient là étaient devenus des Ukrainiens. Ça va venir. Comment ça s'appelait? Ça va venir. Je vois sa face, mais le nom m'échappe. Alors, comme il venait de cette partie-là, ça devenait un problème et on l'a chassé. On l'a chassé du pouvoir par un coup d'État. Le président Poutine n'était pas président de la République, c'était Medvedev. Mais Poutine était le premier ministre. Mais c'était Medvedev qui était président de la Russie en ce temps-là. La Russie a encaissé le coup. Alors, on est passé à des négociations, ce qu'on appelait les accords de Minsk. Minsk, c'est la capitale de Biélorussie. Les parties prenantes à ces accords étaient les deux provinces ukrainiennes qui voulaient l'autonomie. C'était Donetsk et Lugansk. Il y avait cette partie-là. Il y avait la partie du gouvernement de l'Ukraine, mais aussi la France et l'Allemagne, qui étaient parties prenantes à ce pourparlers-là, à ces accords. La Russie, qui était la cinquième partie, elle était là comme observateur. N'était pas vraiment partie prenante aux négociations. C'était plutôt la France, l'Allemagne, l'Ukraine et les deux provinces, Lugansk et Donetsk. Voici comment les choses vont se passer. Et ça va s'étirer à longueur, comme on dit. Ça traînait la patte. Les Occidentaux croyaient duper les Russes pour gagner du temps afin de former une armée extraordinaire. Et ils ont réussi. Tout l'OTAN, toutes
les armées des alliés de l'OTAN sont venus en Ukraine. Ils ont formé près d'1 million d'hommes de combat. Oublie la logistique, seulement hommes de combat, hommes d'assaut, près d'1 million. Là, quand on ajoute la logistique qui est toujours 5 fois plus, donc c'était à peu près 5 millions. Donc le meilleur des meilleurs de l'OTAN et des Occidentaux était en Ukraine. Tous les meilleurs instructeurs occidentaux étaient en Ukraine. Et ils se sont dit, nous lançons l'opération. Ceux qui ne savaient pas que pendant qu'ils faisaient traîner les choses pour former cette armée-là, ça faisait l'affaire des Russes pour former la leur aussi. Parce qu'avant, la Russie allait mal. Les Russes, on se dit, on ne pouvait que mieux demander à Dieu. Ça, on est en train de nous faire là. Et eux aussi, ils ont formé leur armée pour ce que c'est aujourd'hui. En 2022, quand la Russie franchit la frontière entre elle et l'Ukraine pour l'opération militaire que vous connaissez, c'était plutôt les forces de l'OTAN, habillées en force de l'Ukraine, qui voulaient franchir. Et la Russie s'est jetée, le premier, dans l'arène. C'est pour cela que vous avez vu les pertes que la Russie avait essuyées en première, au début de combat. Parce qu'ils étaient prêts. Ils n'étaient pas prêts et ça a pris du temps. Aujourd'hui, il y a maintenant la Russie qui est plus forte que jamais. Il y a cette alliance avec la Chine. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé dans une vidéo le jour où le ministre de la Défense de la Chine a dit que désormais, la Chine et la Russie vont mener des opérations conjointes pour aller défendre la liberté. Défendre la liberté. Et ils ont aussi créé le BRICS. Et cette relation aussi que la Russie maintient avec l'Inde, l'Égypte et la Turquie. Turquie, c'est un pays de l'OTAN, que vous appelez Turquie, mais c'est Turquie. C'est un pays de l'OTAN. Il est à cheval entre l'Asie et l'Occident. C'est la deuxième puissance de l'OTAN en termes d'hommes amenés au combat, d'importance militaire. Je ne parle pas des armes nucléaires, parce que la Turquie n'en a pas en principe, mais les États-Unis ont leurs armes nucléaires qui sont à Incirlik, qui est une base militaire qu'ils louent à la Turquie. C'est que la Turquie, dans un sens, a des armes nucléaires, parce que ces armes seront tirées à partir de son territoire, même si ça ne lui appartient pas. Ils sont sur son territoire, ce sont ses armes, absolument. Voilà. La Russie a ses bonnes relations avec l'Inde, l'Égypte, la Turquie, Venezuela, Brésil, Afrique du Sud, l'Argentine et tant d'autres pays. Ça donne la force quand même. Si nous devons retourner maintenant aux États-Unis, il y a eu ce choc quand ce matin, il y a eu ce tir des missiles de croisière calibre tirés du sous-marin qu'on recherchait, qu'on ne voyait plus. Et ce n'est pas la première fois que les Russes font ça aux Américains. Quand ils ont lancé, la première fois qu'ils ont lancé des missiles de croisière, parce qu'on ne savait pas que la Russie en avait, ils avaient vu ce sous-marin russe qui vient sur la surface, navigue sur la surface, sur les eaux méditerranéennes jusqu'à atteindre les eaux côtières de la Syrie. Et c'était là, pendant 1 mois, pendant 2 mois. On le voyait, il était là, tout le monde pouvait le voir, même avec les yeux. Puis un matin, on se réveille, il a disparu. Tous les satellites étaient dessus. Où ça se trouve? On ne le voyait pas.
Quelques jours après, on entend des fonds marins. Boum, 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 boum. Des missiles de croisière lancés de ce sous-marin-là sur les positions des forces ennemies à la Syrie et complètement bousillé. C'était un choc. Mais le choc de ce matin était encore pire. Parce qu'on a vu encore ce sous-marin arriver. Et je vous ai dit hier qu'on recherchait ce sous-marin parce qu'on ne le voyait plus. Et Keiwapi. Tous les satellites, comme ça, tous les satellites, un satellite, oui, tous les satellites le cherchaient. Et Keiwapi. Est-ce qu'ils vont nous faire encore ce sale coup de la Syrie? Ça ne s'est pas fait attendre. Je viens de voir un document qui me montre qu'il y a eu des tirs à partir d'un sous-marin qui était en eau profonde. On ne dit pas encore ce sous-marin a tiré de quel endroit précisément. Je vais venir avec. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ce sous-marin-là qu'on cherchait qui vient de tirer ce missile. Et s'il vient de tirer ce missile, et que ce missile soit tiré vers l'Ukraine, vous vous rendez compte la distance que ça vient de couvrir. À peu près 10 000 kilomètres. Si ça vient de couvrir 10 000 kilomètres, donc ça peut couvrir et frapper n'importe quel point des États-Unis. Et c'est un choc. Au moment où on se parle, les Américains sont tétanisés. Le monde multipolaire est une réalité maintenant. Les Russes contrôlent leur parti. Et ils sont en train de démanteler les Américains dans ce parti-là du monde. Les Américains vont devoir se rabattre seulement sur l'Europe. Dans l'entretemps, Chine prend la partie de la Chine. Pour ne pas créer de friction avec l'Inde, ce que les Américains veulent à tout prix, les Chinois sont en train de voir comment ils vont demander aux Indiens d'influencer leur autre partie sans aller du côté des Chinois. Et je ne pense pas que les Indiens vont résister à ça. Ils vont accepter. C'est que les Américains vont en avoir plein leur CUL. En Afrique, les États-Unis accourent vite parce qu'ils ont vu que leur homme Rwanda ne parvenait pas à s'imposer. Tshisekedi l'a fragilisé. Ils ont demandé à Ruto de prendre sa place. Oui, prendre la place du Rwanda. Mais Ruto a des problèmes sérieux. Ruto n'a pas une armée qui peut faire ça. On parle de l'armée kenyane en Somalie. Qu'est-ce que l'armée kenyane a fait au Somalie? Vous avez vu des opérations? Rien du tout. C'était les Américains qui faisaient tout. Et quand on parlait de l'armée kenyane, c'est quand elle essuyait des tirs à Paris, des Shebab, qui sont aussi des proxys des Américains. C'est quand on leur tendait des pièges qu'on les massacrait par les Shebab, qui sont des proxys des Américains. Voilà. Tshisekedi a refusé de se soumettre au Rwanda. Parce que Tshisekedi a dit ceci. Moi, j'ai plus de 100 millions. Ma population est la plus imposante dans la région. J'ai des universités plus que le Rwanda. J'ai une économie plus que le Rwanda. J'ai des richesses naturelles écrasantes, plus que tous les pays d'Afrique et certains du monde. C'est moi qui dois prendre cette partie de l'Afrique. C'est moi qui dois prendre l'autorité là-bas. Or, les Occidentaux ne veulent pas de la RDC. Tout ce qu'ils veulent, c'est de démanteler la RDC. Alors, ils ont fait appel à Ruto. Ruto accepte. On lui demande d'abord, la première des choses, tu dois envoyer tes soldats en Haïti pour aller faire l'ordre là-bas. Quel ordre? Que les Américains ne peuvent pas?
que les Français ne peuvent pas, mais ils envoient les Kenyans, ils vont aller se faire massacrer. Alors, les Américains et les Occidentaux, eux, tiennent et ils veulent démolir la RDC. Et c'est le bras de fer actuel entre les Occidentaux et Fathi. Mais voici les intentions qui sont claires. Fathi doit arrêter de souffler le chaud et le froid. Pourquoi? Parce que s'il continue comme ça, tantôt il montre qu'il fait un clin d'œil aux Russes, il fait un clin d'œil aux Chinois, mais il fait un autre clin d'œil aux Occidentaux, Union européenne, Amérique. Nous savons que les Américains, eux, n'acceptent jamais partager avec quelqu'un d'autre. Ils veulent le pouvoir sans partage et ils veulent écraser tout le monde. Le si te voit faire un clin d'œil à d'autres puissances, c'est sûr qu'eux, ils vont t'écraser tout de suite, ils vont t'abattre. Il faut que Fathi fasse attention là-dessus. Il faut que les intentions soient claires et directes. Parce que les Occidentaux, eux, les intentions, nous les connaissons, c'est nous détruire. Nous devons leur montrer que nous aussi, nous avons des intentions claires envers les BRICS. Rejoindre les BRICS, sine die. Maintenant, je le dis chaque fois. Et je commence... Oui, oui, si vous allez regarder le début de mes vidéos, vous allez voir que je dis toujours la même chose. Je dis, joignons-nous aux BRICS. Je dis, joignons-nous aux Russes et aux Chinois. Nous ne serons jamais, jamais déçus par eux. Parce que si nous recevons leur protection, ils vont venir immédiatement, selon ce que nous allons nous entendre avec eux. Parce que les Russes, si vous leur dites, vous venez pour ceci et ils vont venir pour cela, rien d'autre. Les Américains, non. Ils vont vous jouer dans le dos et ils vont vous faire partir. Alors, si tu ne veux pas des Russes, et ils ne s'impliquent pas. Tu ne veux pas d'eux, ils s'éloignent. Ils restent à l'écart. Et quand ils restent à l'écart, ils le restent complètement. Mais si tu les invites, ils viennent, tête première, ils se lancent et ils donnent le tout pour tout. Ce sont des gens auxquels on doit faire confiance. Parce que les Occidentaux, eux, les Américains, ils ont ce qu'ils appellent l'inégalité de souveraineté. Vous allez quelquefois entendre s'échapper de la bouche de Blinken. Quand ils parlent de la souveraineté d'inégalité, c'est quoi? Ils viennent dans une région comme le Grand Lac où ils vont donner plus de pouvoir au Rwanda. Ils vont soutenir sa souveraineté. Mais ils vont aussi affaiblir la souveraineté des pays qui sont dans le coin, afin que le Rwanda puisse s'imposer. Alors, ils créent cette inégalité-là. Le Rwanda devient dépendant aussitôt des Américains pour garder cette place-là. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Israël. Ils ont donné la priorité, la primauté à Israël dans le Moyen-Orient. Et ils ont affaibli les autres pays. Et ainsi, cette inégalité de souveraineté donne l'avantage à Israël qui va désormais dépendre des États-Unis et affaiblir les autres. Fathi, ayant fragilisé le Rwanda et n'ayant pas reçu la faveur de ceux qui supportaient le Rwanda, il aurait pu tout de suite changer de camp et le montrer. Parce que c'est là que je dis que quelquefois il m'énerve. Je ne veux pas dire il m'énerve parce que j'aurais parlé normalement. Il m'énerve. Parce qu'au Québec, quand tu dis tu m'énerves, ça veut dire tu m'énerves au plus haut niveau. Quand il m'énerve, pourquoi? Les choses qu'il fait, je ne suis pas président, bien entendu. Je ne sais rien de ce que lui, il sait. Parce qu'il est président. Il le reçoit
tous les rapports des services d'intelligence, et de l'armée, de la police, tout ça, et d'autres services. Il sait ce que je ne sais pas. Il est président, je ne suis pas président. Alors, à ce moment-là, je m'incline. Je m'incline, mais j'ai peur. Parce que moi, j'observe. Et je regarde tout. Je regarde le monde de mes yeux. J'entends ce qui se dit ailleurs. Chose que lui aussi entend. Il voit. Et lui, il a la chance, il a l'occasion de parler avec eux parce qu'il est président de la République. C'est pour ça que je me dis, il sait ce qu'il fait. Mais ça me fait peur pareil. Car la menace contre nous est réelle. La menace contre la RDC est réelle. Les Américains ne se cachent pas. Ils ont dit à Ruto qu'ils viennent installer une base militaire de grande envergure à Kenya et qu'ils vont amener la technologie de pointe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Kenya va avoir accès aux armes dernier cri des Américains pour faire leur travail afin d'éviter que les Russes qui ont pris le Sahel ne viennent prendre l'Afrique centrale. Les Chinois qui sont déjà installés dans le Sahel avec les Russes ne viennent s'installer en Afrique centrale et qui prennent la priorité là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Faire partie Fachi. S'ils font partie Fachi, nous les Congolais, nous retombons au stade de zéro. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Je supplie notre cher président Fachi d'y aller ouvertement. Demander aux Russes, comme les autres pays ont demandé, demander aux Chinois, comme les autres pays l'ont demandé, de venir immédiatement. Ils vont le faire et ils vont tout mettre. Il n'y aura rien qui va se passer après parce qu'ils vont tout mettre pour soutenir leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est nos intérêts. Mais les intérêts des Américains ne sont pas les nôtres. Les intérêts des Européens ne sont pas les nôtres. Ils vont tout le temps nous écraser et nous couper l'herbe sous le pied. Les Russes ne le feront pas. Ils ne l'ont jamais fait à personne. Quand un pays s'est relié aux Russes ou aux Soviétiques, les Soviétiques leur donnaient ce qu'ils avaient demandé sans recourir à autre manigance. Non. Ils ne jouent jamais dans le dos de leurs alliés ou de leurs amis. Tout se joue sur table. Ils mettent carte sur table. Et c'est pour cela que je supplie que le président y aille vite. Le 30 juin arrive bientôt. Il y aura un défilé d'envergure, comme Fachi l'avait demandé, et le chef d'état-major général, le général Chiwewe, en avait parlé au camp Kokoloï quand il a été là pour haranguer les troupes. Les temps sont moches. Pour que ça réussisse sans heurts, il faut que le travail soit bien fait. Que la garde républicaine Banzingela, périmètre Moko Malonga, Yamonene, Banzingela Yango, qu'il n'y ait pas d'entrée ni de sortie dans ce périmètre-là. Excusez, ils doivent détourner le trafic afin de sculpter, afin de passer au peigne fin, ce périmètre-là, le garder propre et sain et le surveiller. Si vous voyez une compagnie de communication commencer à venir travailler, je ne sais pas, travailler sur le radar, les coupoles, là, les assiettes, non, n'autorisez pas ça. Ils vont le faire après. Ils peuvent venir le 1er juillet le faire. Pas avant le 30 juin. Pas de travaux sur le système de communication, pas d'installation de système de communication proche de là. Non, pas du tout. N'accepte pas. Sinon, ils vont installer des systèmes Stingray partout. Ils vont installer des systèmes de communication et d'autres systèmes à commande automatique. Parce que le but, c'est d'avoir Tshisekedi. Il y a eu 2 coups d'État déjà manqués. Mais il y en a d'autres. C'est seulement ce qu'ils ont fait. Malanga a été pressé parce qu'Alinga quitté Baninga comment avance. Il a mangé le pion aux autres, mais il a mal fait son affaire, il s'est fait buter. Mais il y en a d'autres.
Et ceux qui sont dans le coup sont là. Je suis content qu'on ait fait partir le colonel Lusadoussou de l'ANR. Je suis vraiment content. Mais si le mal était déjà fait, les gens qu'il a placés, il faut les faire partir. Et vite. Avant lui, ceux qui étaient là aussi. Mettez du monde tout neuf. Pas des crapauds, des gens qui se déguisent dans toutes choses. Parce que l'ANR, la DEMIAP, tous ces services-là sont vraiment, vraiment infiltrés. Il faut faire quelque chose. Et vite. Parce qu'on doit éviter que quelque chose arrive avant le 30. Parce que si ça arrive avant le 30, tout est annulé. Et ça sème la psychose dans le peuple. Nous devons éviter ça. C'est pour cela que je suggère toutes ces mesures. Maintenant, M. Kakiak et son adjoint, faites du bon travail et vite. Nettoyez la nerf, chassez tout ce monde-là et les gens qui influencent dans les coulisses là. Les gens de Kabila qui sont encore là, ses collaborateurs d'hier, les gens qui ont profité de son système, qui régnait un maître partout. Ils sont là, non? Vous les connaissez. Ils ont infiltré la présidence. La distinguée chère première dame, son affaire-là de fondation Denise Nyakero, infiltrée jusqu'à l'os. Les gens que la fondation recommande, qui sont des grands donneurs de fonds, des amis. Madame Denise Nyakero ne connaît rien de tout ça. Ce n'est pas elle qui gère sa fondation. Elle a instauré la fondation, elle est gérée par d'autres personnes et la fondation recherche des fonds pour le projet de cette fondation-là. Mais c'est infecté de ces gens-là qui veulent la peau de son mari, elle ne le sait pas. Elle est de bonne foi, mais elle risque de faire buter son mari, sans le savoir. Parce que sa fondation est infiltrée jusqu'à l'os, mur à mur. Si c'était à refaire, il fallait complètement annuler ça et recommencer à zéro. Oui, fermer cette fondation-là et recommencer à zéro tout de suite. Si je l'ai dit, ce n'est pas par jalousie, parce que moi je ne fais pas partie de ces gens-là, je n'en ai pas besoin. Je vis d'une manière décente. Moi, si vous me mettez à des postes comme ça, c'est vrai, un vrai carnage que je vais faire. Je vais mettre tout le monde dehors. Disséquer tous ces services-là. Jeter du monde. Ils vont aller à la retraite, au chômage. Je m'en fous. Il y a un pays à sauver. On ne peut pas permettre qu'un président qui est en train de se poumonner pour le pays puisse être abattu juste comme ça. À cause des erreurs qui s'accumulent. Dieu le protège. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas être prudent? C'est pour autant qu'il faut laisser les choses s'en aller comme ça, pourrir parce qu'on est gentil? On ne veut pas frustrer les gens, on prie? On est frère en Christ? Frère Fachi? Que le pasteur prie, les fidèles prient, oui, il prie pour vous. Mais s'il y a un danger qui est là, on vous le dit, et vous ne faites rien, vous êtes à la merci du mal. Hein? Et vous n'allez pas blâmer Dieu, vous ne direz pas que Dieu est efficace, non. Dieu vous dit de prier, mais prier avec intelligence. Il nous dit d'être prudent comme un serpent, n'est-ce pas? Où la prudence du serpent? Où est l'intelligence de la prière?
Quand on dirige, on a 100 millions d'âmes sur lesquelles on veille jour et nuit chaque jour. On n'a pas une marge de manœuvre du tout. On n'a pas droit à l'erreur qu'on peut éviter. Jules César a été abattu comment? Jules César, avant son abattage, il se serait sauvé s'il avait compris. Il y a un plébéien. Le plébéien, donc, Tolbaka Motoya Yeye Kunepabiso, qui avait reçu l'information. Il va écrire ça sur le papier. En ce temps-là, ils avaient des feuilles, je ne sais pas comment appeler ça, si c'était des papyrus, je ne sais pas. Il écrit là-dessus. Mais ne sachant pas s'approcher de Jules César, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme s'il perdait équilibre. Le garde vient le relever. Quand le garde vient le relever pour le repousser dans la foule, il donne cette petite note dans la main du gardien. Donc, Tiango na kati ya Maboko, il y a ANR, il y a kati ya Demiap, il y a kati ya garde républicaine, comme je suis en train de le dire là. C'est ce que je fais. Je suis le plébéien là. Alors, il donne ça, le garde va donner à la ceinture de sécurité. Il donne ça. La ceinture de sécurité regarde, me dit, moto ya pasi, alinge ya salanini, po baye baye, po yepe abonga. C'est ça. Et quelques temps après, Brutus est arrivé, le fils. Brutus est arrivé, ce que Fatih accepte à la présidence. Brutus est arrivé, ce que Fatih utilise pour sa sécurité. Brutus est arrivé, ce que Fatih a comme conseiller. Brutus est arrivé, ce que Fatih met comme chef de l'ANR et de la DEMIAP et d'autres services de sécurité. Brutus est arrivé. Ces gens-là, ces moboutistes, ces kabylistes de premier rang, qui sont toujours dans l'administration, dans les services secrets, l'armée, partout, tout ce monde-là qui sont dans l'état profond du Congo, c'est Brutus arrivé. Il a dit, quand je l'aurai embrassé, vous passez dessus. Et le premier coup de poignard, le premier coup de poignard est venu de Brutus. La fondation Denise Nyakeru, la première dame n'y est pour rien. Elle a fait la fondation pour aider son peuple. Mais la fondation est pourrie maintenant. Elle ne le sait pas. Peut-être que même ces jeunes gens-là qui gèrent la fondation ne le savent pas. Parce que eux, ils veulent l'argent. Ils veulent les gens influents. Mais ces gens influents-là, vous... Ouais. Brutus est déjà là. Le premier coup de poignard arrive. Malheureusement. Un homme averti. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme, on dirait, et pourtant, je suis bien habillé, talagaga. Ah oui, j'avais beaucoup de rendez-vous. Je ne m'habille pas souvent comme ça. C'est parce que ça exigeait comme ça. J'aime ça, mais ça m'étouffe. J'aime m'habiller léger. J'étais longtemps étouffé par ce que je portais pour mon service. Et maintenant, je veux être libre de m'habiller léger. T-shirt, chemise simple, ça me va, moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez dire à quelqu'un qui peut dire à quelqu'un, qui va dire à quelqu'un, tenez compte de ce que je prêche dans le désert. Pour qu'un jour, on ne puisse pas dire, est-ce que ce monsieur-là, hey, boka ngai nano, ba ayao, ba yeba kidnapping ngaya ngani, pour rien.
Mais je vous avertis parce que ce sont des choses qui m'arrivent aux oreilles. Et je les sors par ma bouche. Faites-en ce que vous voulez. Mais je ne cherche pas un poste. Je ne cherche pas d'argent. Je n'ai pas d'argent à offrir. Je n'ai pas d'argent à jeter par la fenêtre. Mais je ne manque pas à manger et à boire. Et je ne manque pas de quoi m'acheter du beau linge. Ne suis-je pas beau? Je n'ai pas reçu un sou de personne. Est-ce que vous m'avez vu vous demander de l'argent dans mes vidéos? Je n'ai jamais fait ça. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je ne pense pas. Et si ça arrivait, ce sera pour une cause noble qui ne va pas être pour mon intérêt. Ce sera pour l'intérêt des gens qui m'écoutent ou de la population du Congo. Si je dis, je vais lever des fonds pour faire ceci, afin que tel groupe de chez nous au Congo ou telle situation soit résolue. Mais ce ne sera pas parce que je veux de l'argent pour faire quelque chose pour moi. Non. Non. Et s'il m'a manqué d'argent, vous allez juste voir que j'ai disparu. Vous n'entendrez plus parler de moi. Je serai un phaseur, quelque part. Et puis quand ma situation de phaseur va passer, je reviendrai. Mais je ne vous demanderai pas l'argent. Je n'ai pas fait cette chaîne pour ça. Non. Le conspiratorium est pour vous. Vous qui connaissez des choses que vous me dites. Vous me dites des choses, moi je viens en parler. Vous m'apprenez des choses dont je parle. Et parfois nous parlons des choses que nous tous nous discutons. Je viens vous parler des choses que vous connaissez et parfois vous les connaissez mieux que moi-même. Mais je prends le courage d'en parler. Je ne prétends jamais venir vous informer de choses que vous ne connaissez pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'amène ici sont des informations qui sont dans les sources ouvertes. Je viens de vous parler des sous-marins russes, des missiles de croisière calibrés, je viens vous parler de leurs frégates de guerre. Tout ça, ce sont des informations qui sont là, des choses de la doctrine Monroe. Tout ça, ça se trouve là. Donc, je n'invente rien. Je viens juste en parler avec vous. Et parfois, vous êtes au courant de plus que moi. Mais je prends le courage de venir divulguer ça pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir ça ou ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. J'attends vos commentaires et faites toujours vos commentaires comme bon vous semble. Je n'insulte jamais personne parce que la personne m'a insulté. Vous voyez, vous lisez les commentaires, non? Il y a des gens qui viennent qui me disent « Talayo, Zoba Mokoboy ». Mais je ne retourne pas dire « Yo Peoza Zoba ». Non, je ne vais pas dire ça. Je remercie la personne pour avoir écouté ma vidéo. Et je l'invite au conspiratorium. Parce que la personne qui m'insulte aujourd'hui peut me donner raison demain et elle va être parmi nous. Nous sommes ici pour discuter de toutes ces théories de conspiration qui peuvent s'avérer vraies et d'autres vont s'avérer fausses, mais elles sont là. Nous parlons des nouvelles qui peuvent s'avérer fausses ou qui peuvent s'avérer vraies, mais elles sont là. Et je vous remercie, vous de Kinshasa qui m'écoutez en masse. Curieusement, ceux qui viennent en second sont des gens qui sont en France. Je ne sais pas qui ils sont pour m'écouter. Il y en a très peu des États-Unis. Mais ceux qui sont aux États-Unis sont de 60 ans et plus. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que Google me le dit. Ah, je me dis maintenant, ceux qui sont de 60 ans et plus qui m'écoutent aux États-Unis, qui sont? Je me dis, ça doit être ces gens-là qui connaissent et qui ont géré le pays, qui connaissent la politique du pays. Pourquoi ils s'intéressent à écouter quelqu'un comme moi? C'est que peut-être j'ai dit des choses qui les intéressent, des choses qu'ils connaissent et qu'ils voudraient partager avec moi. Je sais que vous avez des informations à m'apporter. Vous ne voulez pas me contredire pour ne pas me décourager. Mais si vous voulez me contredire, faites-le.
je suis capable d'en prendre. Et si vous ne me contredisez pas, je ne vais pas m'améliorer. Quand quelqu'un me contredit et qu'il donne une version, je vais la vérifier. Mais si quelqu'un vient justement me dire, Toka palo nasema bongo, zoba moko boy, il ne m'a rien apporté. Mais je le remercie d'être là. Si quelqu'un vient me dire, ce que tu dis là, c'est des bêtises. Parce que voici, voici, voici. Je vais dire, ah oui, je vais dire merci. Et je vais aller vérifier. Si ça s'avère que la personne avait raison, je vais revenir et dire, oui, j'ai reçu telle critique, la personne avait raison, je retire ce que j'avais dit. Voici la vraie version. C'est la version de cette personne-là, je vais citer son nom. Je vous remercie, hein. Vous êtes devenus nombreux, vous êtes venus nombreux au conspiratorium. Je ne m'attendais pas à ce chiffre-là. Je vous remercie beaucoup et je vous supplie de faire votre contribution par des renseignements que vous apportez, des critiques que vous apportez. Si vous voulez me parler pour le moment en privé, vous utilisez toujours mon compte Facebook. Je suis Bertin Mali Bahaya. Bertin Mali Bahaya sur Facebook. Et vous allez me parler en privé. Bientôt, j'aurai un studio. Il y aura des numéros que je vais vous donner parce que je ne vais pas vous donner mon numéro actuel. C'est le seul que j'utilise pour tout. C'est ma vie. Alors, si je vous donne ça et que vous m'appeliez à tout moment, j'en aurai plein et je ne saurais pas vous suivre. Alors, je vous prive de ça pour le moment. Mais mes conditionnels que je connais, je vous remercie. Deboraka, Kabangu, Mitterrand, Miteo, Dorcas, Mazimba, Mwana Bakongo. Il y a aussi le gars là qui est en Angleterre. Blanchard Vangu. Blanchard Vangu Manalemba. Ça, c'est un ami. Je vois une certaine Marie-France Mbia. Marie-France Mbia. Et qui m'appelle Yabertin. Pour que quelqu'un m'appelle Yabertin, c'est que c'est une personne qui me connaît. Yabertin. Parce que ceux qui m'ont connu en Lemba m'appelaient Yabertin. Et il y a une certaine Marie-France, mais qui ne s'appelle pas Mbia. Celle-ci s'appelle Marie-France Mbia. Ça m'étonne. Elle m'appelle Yabertin. Marie-France le banane. Est-ce que ça, Marie-France Ongana Yebi? Mais pourquoi tu t'appelles Mbia? Ce n'est pas ton nom. Et tant d'autres. Vous êtes maintenant 600 au conspiratorium. Soyez les bienvenus. Nous allons suivre le gouvernement et nous en parlerons. Je suis content du 32e brigade commando, ce qu'il fait à l'Est. Et vous savez qui commande cette brigade? Mwana Idjui. C'est un garçon d'Idjui. Je vous en parlerai. C'est un garçon d'Idjui qui commande cette 32e brigade commando. Très proche. C'est ma famille. Et je suis fier de lui. Qui continue le bon boulot. Ne jamais trahir le Congo. Bravo général. C'est au Canada, nous ne disons pas mon général. C'est pour ça que j'ai dit général. C'est une façon, c'est chez nous comme ça que nous parlons général. Nous disons colonel. Nous ne disons pas mon colonel, nous ne disons pas mon général. Ici, nous disons général. Et parfois, je ne veux pas même dire général, je vais juste dire monsieur. Ici, officier, c'est monsieur. C'est une femme, madame. Oui, monsieur, oui, madame. On ne va pas dire oui, général, oui, colonel, non. On va dire oui, monsieur. Oui, madame. On ne reprend pas leur titre. Non, leur grade, non. Voilà.
Général, vous faites du bon boulot, continuez comme ça. Je suis heureux et très fier de vous. Bobunde Lamboka, parce que vous, vous êtes de là et vous êtes en train de vous battre là-bas. Bobeta Banyarwanda wana. Bobeta Bango Makas, ils ont tué 15 millions de Congolais. Ah, 15 millions de Congolais, là à l'Est, pas à l'Ouest, à l'Est. Et vous commandez maintenant à l'Est, tirez-moi à Goma. Bobeta Banyarwanda, modèle Moko. Quand je dis Banyarwanda, je ne parle pas des civils, ne venez pas dire homophobie, homophobie. Non, je parle des soldats rwandais. Bobeta Bango. Donc, engrais mur à mur. Donc, ba pomme de terre, bokolo na mikolo, e banda kobima minene, wana ba kana sucre minene, ba manioko minene, pour ba engrais partout. Il ne faut pas les enterrer en profondeur, superficielle, pour que Epola, mabele ezala bien. Baza ko salena ba Congo wana, boye, bazozo mabele wana. Donc, ndunda moko kitoko. C'est bien. Ba Kenya pe bazo yana ba Ougandais. C'est la même chose. Bobangate, ils ne sont pas mieux formés que vous. Ils ne sont pas mieux équipés que vous. Tout est dans la tête du soldat. Oh, bazana ba mercenaire Mindele, ça ne veut rien dire. C'est la même tactique de combat, la même méthode de guerre. Et n'oubliez pas cette fois que c'est votre terrain à vous. C'est votre terrain à vous. Binonde bakolo terrain, binonde boyebi. Donc baye, balembuma. Bobangate. Bravo. Vive le Congo, vive la RDC et vive le président Tshisekedi. La victoire est au peuple.